je ne vous cache pas que quand nous avons préparé cette table ronde, le premier point qui a attiré mon attention, ce sont les développements et l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation sur le transfert des contrats de travail de façon partielle. Et là-dessus, j'ai dit, écoutez, franchement, on comprend le raisonnement qui a été adopté par la Cour de cassation. Initialement, vous vous souvenez, vous aviez une comptable qui travaillait pour deux experts comptables. Il y en a un qui part et il doit suivre, la comptable doit suivre à moitié l'ancien expert et l'autre moitié le nouvel expert. Et je m'étais permis de dire de façon très pragmatique, bon, ça fait maintenant 2 allers-retours de la jurisprudence sur le sujet, puisque effectivement, comme vous l'avez rappelé, monsieur le professeur, la jurisprudence avait apporté un tempérament en disant, bon, on va suivre l'activité principale du salarié pour voir s'il est affecté à telle partie d'entreprise ou à telle autre. Et grosso modo, quand on faisait le calcul de la répartition de l'activité, comme par hasard, personne n'était pile à 50% pour l'un ou pour l'autre, et on s'arrangeait pour toujours pour dire qu'il y en a un qui était à 70% affecté à telle activité, et l'autre à 30%, de sorte qu'il n'y ait pas ce transfert partiel du contrat de travail qui paraît quasiment irréalisable en pratique. Et peut-être effectivement que les conditions limitatives apportées par la Cour de justice européenne, disant sauf si ça préjudicie aux droits et aux obligations du salarié en vertu de la directive, etc., permettraient toujours de trouver une issue. Et là-dessus, évidemment, quand on a une conversation entre confrères, on trouve toujours un contradicteur. Et le contradicteur, en l'occurrence, c'était Erwan. Erwan m'a dit, mais pas du tout, ça arrive très souvent qu'il y ait des transferts partiels de contrats de travail, et en particulier dans certains secteurs d'activité, et notamment la propreté. Et d'ailleurs, ça pose tout un tas de questions, justement, sur la poursuite des obligations et de la rémunération. Et du coup, je me suis dit, comme en plus, monsieur le professeur Bossu avait parlé du transfert conventionnel du contrat de travail, je me suis dit que ce serait bien que Erwan nous expose la situation à laquelle il a été confronté dans le cadre d'un transfert conventionnel. Erwan Jacquelin, tu as la parole. Merci Joël, bonjour à tous. Alors, pour préciser ton propos, Joël, je dirais qu'on est tous d'accord sur le fait que les transferts de contrats de travail en application de LMI 224.1 ne sont pas des transferts de contrats partiels. Ça n'existe pas, on ne le fait pas. On ne le fait toujours pas malgré la jurisprudence de 2020. Mais c'est vrai que dans un certain nombre de secteurs d'activité, notamment quand on a affaire à des dispositifs conventionnels de transfert de contrat de travail, on y est amené. Surtout dans des secteurs dans lesquels il y a une forme de dislocation du lien contractuel avec des missions qui couvrent quelques heures de travail par-ci par-là dans la semaine. Et c'est le cas dans le secteur de la propreté, puisque vous pouvez avoir des salariés qui travaillent sur un marché pour quelques heures, sur un autre pour quelques heures le lendemain. Et il est apparu, je pense, aux partenaires sociaux nécessaire de maintenir la possibilité à ces salariés d'avoir leur emploi, d'éviter aussi à l'entreprise qui pouvait perdre un marché de se retrouver avec une perte substantielle de chiffre d'affaires et donc une forme de déséquilibre économique qui aurait à terme conduit à procéder à des licenciements. Du coup, effectivement, ça existe et ça pose beaucoup de questions, notamment en termes de rémunération. Alors, comme vous l'avez très justement dit, monsieur le professeur, en matière de transfert conventionnel de contrat de travail, et en particulier, j'ai envie de dire même notamment dans la convention collective des entreprises de propreté, le transfert de contrat de travail, qu'il soit partiel ou complet, ne peut pas s'organiser comme en matière de LMI 224.1 sans l'accord du collaborateur. C'est le premier point. On doit avoir cet accord du salarié pour que son contrat de travail soit transféré. Mais au-delà de ça, il y a une vraie problématique sur la rémunération qui s'exprime justement en cas de transfert partiel de contrat de travail. On le voit parce qu'en fait, quand un salarié est transféré, quand un salarié travaille sur un marché, que ce marché est perdu, il doit donner son accord pour être transféré, donc, supposons qu'il le donne, mais pour autant, est-ce que sa rémunération va être allégée chez son employeur d'origine ? Un salarié travaillait pour un nombre d'heures, admettons 100 heures hebdomadaires pour son employeur, il est transféré à hauteur de 30% de son temps de travail chez le repreneur.
Est-ce que l'employeur d'origine, l'entreprise sortante, va uniquement lui devoir 70% de sa rémunération, ou est-ce que les choses vont se passer différemment? Et en fait, la Cour de cassation, depuis 2006, est très claire sur le sujet. D'une part, le salarié doit donner son accord sur le transfert, mais au-delà de ça, il doit donner son accord sur la réduction de sa rémunération chez son employeur d'origine. Et ça mène à des situations qui sont assez catastrophiques, parce que vous pouvez avoir des salariés qui acceptent le transfert partiel de leur contrat de travail, qui commencent même à travailler chez l'entreprise nouvelle attributaire du marché, qui ont signé un avenant à leur contrat de travail chez cette entreprise, et qui pour autant, quelques mois plus tard, peuvent introduire un contentieux devant le Conseil de prud'homme pour demander à ce que leur rémunération à 100% soit maintenue par leur employeur d'origine, parce qu'ils n'ont pas signé chez cet employeur d'origine chez qui ils sont restés partiellement un avenant à leur contrat de travail, actant de la baisse de leur durée du travail et de manière corrélative de la baisse de leur rémunération. Alors c'est une décision moi, qui m'avait un peu heurté sur le principe quand j'ai eu le sujet. Je me suis rendu compte que j'étais le seul à être heurté puisqu'il y avait beaucoup de jurisprudence, notamment des juges du fond, qui reprenaient cette décision de la Cour de cassation. Au dernier état, d'ailleurs, une jurisprudence très bien rédigée, un arrêt très bien rédigé de la Cour d'appel de Toulouse de juin 2022. Mais en fait, à bien y réfléchir, c'est assez logique. C'est-à-dire que l'employeur d'origine, l'employeur tout court, ne peut pas imposer unilatéralement une modification du contrat de travail. Donc en dehors de l'accord du collaborateur, il ne peut pas d'autorité décider que la rémunération du collaborateur et sa durée du travail ont été réduits du fait du transfert. Et même s'il y a un accord collectif, il ne peut pas se prévaloir de cet accord collectif pour, j'ai envie de dire, excuser sa démarche, puisque l'accord collectif ne peut lui-même pas modifier le contrat de travail, sauf exceptions qui sont visées par le législateur. Donc on se retrouve dans cette situation assez catastrophique pour des entreprises qui ont vu cette disposition, cette stipulation conventionnelle comme une aubaine, en se disant bah, c'est super, je perds un marché, mais en réalité je n'aurai plus à assumer une partie de la rémunération. On se rend compte que c'est un peu un miroir aux alouettes, qui peut d'ailleurs être très trompeur pour les employeurs des secteurs d'activité, puisque les conventions collectives sont quelquefois elles-mêmes très mal rédigées. Par exemple, la convention collective de la propreté vous indique que le transfert des contrats de travail, quand il rentre dans les dispositions de l'article 7 de la convention collective, est automatique, de plein droit, et s'impose aux collaborateurs, ce qui n'est pas vrai, bien évidemment. D'ailleurs, il y a eu plusieurs avis interprétatifs, je crois, des partenaires sociaux, notamment en 2006, qui ont enfoncé le clou sur le terrain. Il a fallu des avenants un peu plus tard pour modifier les choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ces dispositifs sont souvent vus par les employeurs comme une façon de sortir d'une situation économique qui peut être compliquée en termes de perte de marché, mais qui peut être finalement un vrai piège pour les employeurs. Et notamment, moi je pense maintenant, après l'avoir utilisé, ce dispositif, l'avoir testé, qu'en fait, c'est un dispositif, le dispositif conventionnel, qui est quand même très largement inspiré d'une logique contractuelle, puisqu'il faut l'accord du collaborateur. Donc on sait que quand on perd un marché, on a quelques mois, quelques semaines pour se retourner, il y a un préavis. Et moi j'ai tendance maintenant à conseiller à mes clients d'essayer de régler la chose le plus rapidement possible avec le collaborateur, pour ne pas être confronté finalement au moment coup près où le contrat est censé être transféré, et on se trouve avec un collaborateur qui est parti pour partie, puis qui vient vous dire bah, je veux plus signer l'avenant au contrat de travail, tu vas me maintenir ma rémunération. Donc j'ai tendance à estimer qu'il faut plutôt essayer de conclure un avenant très tôt, voire à essayer de s'entendre avec le cessionnaire sur une convention tripartite, et aussi, parce qu'on l'oublie souvent, essayer de trouver en quoi la situation peut caractériser une situation de L1224.1. Parce que bien souvent, on se dit transfert partiel, justement, j'y serai pas, donc je vais sauter sur les stipulations conventionnelles, puis on se rend compte à l'usage qu'on peut peut-être essayer de se raccrocher au L1224.1 dans certains cas. Merci Erwan. Tout à fait, parce que la solution que tu exposes de la Cour de cassation ne serait évidemment pas la même si on était dans une application au titre de l'article 1224.1 du Code du travail, puisque c'est d'ailleurs même la raison pour laquelle la Cour de justice a estimé qu'il devait y avoir transfert partiel, en disant, à partir du moment où l'entité économique est transférée, on ne peut pas imposer plus de charges au repreneur ou au cédant que ce qu'il avait par rapport à son activité. Donc là, je pense que dans une application de l'article 1224.1, en revanche, il serait clair que le salarié ne peut pas prétendre au maintien de sa rémunération totale chez l'employeur d'origine. À partir du moment où une partie de son contrat de travail serait cédée chez le repreneur, il ne pourrait prétendre qu'au reste chez son employeur initial.
Voilà, donc c'était bon, intéressant, mais c'est vrai qu'on applique quand même très rarement des dispositions où on transfère partiellement les contrats de travail, parce que c'est quand même une extraordinaire complexité. Alors, un deuxième sujet, évidemment, qui est délicat, parce que c'est vrai que la poursuite de la rémunération, a priori, poursuite de la rémunération contractuelle, bah, c'est quand même assez simple, hein. On a le contrat de travail, on a éventuellement le bulletin de salaire, tout en ayant à distinguer ce qui est d'origine conventionnelle et d'origine contractuelle. Et on ne va évidemment pas déborder sur la table ronde d'après, donc on ne va pas du tout parler de la rémunération d'origine conventionnelle ou issue d'un accord collectif. Mais quand on a le contrat de travail, quand on a les bulletins de salaire, on regarde le salaire contractuel, c'est assez simple. Il y a quand même des hypothèses où c'est un petit peu plus compliqué. Et notamment quand il y a une rémunération variable et qu'un certain nombre d'objectifs ont été fixés au regard éventuellement d'objectifs individuels ou collectifs, mais qui sont propres à l'entreprise qui cède et qui ne peuvent pas nécessairement être calculés de façon aisée chez le repreneur. Alors Pauline Mallet nous a dit qu'elle avait l'expérience de ça, et donc on va lui demander comment elle fait dans ce cas-là. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, en fait, la question qui nous intéressait, ce que disait Joël, c'est vraiment le cas où on a une sortie de groupe, une sortie d'entreprise avec des mécanismes de rémunération variable, d'incentive plan, qui sont différents selon les groupes. Bien souvent, ce à quoi j'ai pu être confrontée, c'est un contrat de travail qui prévoit que le salarié a le droit à une rémunération variable dont les objectifs sont fixés par la société, par le groupe. Ces objectifs-là, souvent, ce que l'on peut avoir, c'est des objectifs, des performances collectives, des performances de groupe, que du coup, on va avoir du mal à répliquer en cas de sortie de groupe dans le nouveau groupe. Ce que moi j'ai pu voir, c'est de faire en fait une